Donc, ce colloque des octaves est destiné comme celui d'il y a 6 mois aux acteurs du secteur musical, en se posant la question, en temps de Covid, comment le secteur vit-il cette période-là, comment s'en est-il accommodé ou pas, et comment voit-on l'avenir. Il y a 6 mois, donc, nous avions accueilli déjà plusieurs participants qui sont encore présents ici aujourd'hui. Et cette fois-ci, nous en accueillons d'autres aussi, et notamment la ministre Bénédicte Linard qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Elle sera là que pour la première demi-heure, donc on va essayer de changer la forme de ce colloque pour pouvoir profiter au maximum de sa présence. Donc, très rapidement, je vous présente les panélistes. Il y a 2 artistes qui sont Elia Rose et Stéphane Ginsburg. Merci à tous les deux de participer à ce panel. Nous avons un organisateur de festival, c'est Florent Leduc, pour appeler un exploitant de salle, un directeur de salle, c'est Marc Hacquebotton. Florent Leduc, c'est le festival francophone. Marc Hacquebotton, c'est le Palais 12 et la Madeleine. Nous avons un prestataire technique et régie avec Pierre-Alain Brevelt, qui est aussi représentant de la fédération de ce type de prestataire, mais ça, il aura l'occasion de nous expliquer. Et nous avons également une journaliste culturelle, musicale, Emmanuelle Joa de Paris Match Belgique. Voilà, donc ça, c'est le panel d'aujourd'hui. Et ce que je vous propose, c'est commencer par une prise de parole de la ministre, Bénédicte, pour un peu nous dire votre vision de cette sortie du Covid pour le secteur musical et sur les actions à court et à moyen terme que vous prévoyez. À vous la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Et je voudrais d'ores et déjà m'excuser de ne pas pouvoir rester tout le long, mais je suis sollicitée aussi par le monde du cinéma aujourd'hui et donc j'essaye d'être présente le plus possible pour accompagner les uns et les autres. Donc je suis contente d'être là et surtout qu'on aborde cette question des politiques à mener en fait en sortie de crise. On sait que la crise a été terrible pour le secteur culturel, elle est encore terrible pour le secteur culturel et qu'au sein même de la culture, certains secteurs ont été encore plus touchés par cette crise. Le secteur des concerts, de la musique actuelle, des événements en général font partie effectivement de ceux qui sont encore le plus finalement touchés par cette crise. Et donc, pendant cette crise, je pense qu'un des premiers défis a été de faire connaître ce qu'était le secteur culturel en Belgique, voire dans un deuxième temps, et je ne sais pas si c'est déjà acquis, mais en tout cas beaucoup plus qu'avant, à faire reconnaître ce qu'était le secteur culturel, pas seulement le connaître, mais aussi reconnaître qu'il y a des travailleurs, des travailleuses en nombre dans ce secteur et qu'ils jouent un rôle fondamental dans notre société. Et donc, dans cette crise, on a dû mettre en place toutes sortes de mesures d'urgence qui étaient vraiment nécessaires. Ça n'a pas été simple, vous le savez, hein, puisque ça a mené à certaines batailles à certains moments. Parfois, on a gagné les batailles, parfois, on ne les a pas gagnées. Entre autres parce que la Belgique est compliquée. Il y a différents niveaux de pouvoir. Certains des secteurs se trouvent même à la lisière de différents niveaux de pouvoir, entre autres la question de l'événementiel, par exemple. Et puis, il y a une diversité de réalités et d'acteurs qui nécessitent en fait de travailler, et c'est pour mon plus grand plaisir, en étroite concertation avec les différents représentants des différents secteurs culturels, puisque l'expertise se trouve dans les mains, entre autres, des fédérations, mais en tout cas des fédérations qui représentent le secteur culturel. Alors, on a dû sortir du champ habituel de ce que faisait la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par exemple, on a dû mettre en place des mécanismes inédits pour soutenir le secteur non subventionné. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, on l'a fait. On a mis en place un soutien qui nous semblait indispensable. Ce n'est pas évident quand le champ de compétences est restreint à un certain moment. Et donc, il a nécessité aussi fatalement d'aller stimuler les autres niveaux de pouvoir pour qu'ils entendent la réalité des différents. On va pouvoir continuer à accompagner le secteur parce que vous l'avez dit, Monsieur Dédé, maintenant il y a la reprise, il y a le redéploiement et donc il y a à tenir compte de la crise, mais de voir comment est-ce qu'on avance pour la suite et comment est-ce qu'on construit des fondations quelque part plus solides, puisqu'on a vu que la crise a vraiment mis en exergue, a eu un effet de loupe sur les fragilités de notre société, entre autres du secteur culturel. Il s'agit maintenant de répondre. On sait que le secteur des musiques actuelles est en forte mutation depuis 10 ans. On sait qu'il y a eu la crise du disque physique, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, mais qui a complètement bouleversé le fonctionnement de l'industrie musicale. Et donc,
tout en respectant un principe fondamental à mes yeux qui est le principe de l'indépendance du secteur musical, je pense que la Fédération Wallonie-Bruxelles doit prendre sa part pour accompagner le secteur pour la suite. Il y a plusieurs initiatives sur la table. Certaines sont déjà prises, d'autres vont arriver. Par exemple, nous avons renforcé et pérennisé les acteurs qui œuvrent au quotidien pour soutenir musiciens et musiciennes, comme par exemple Court-Circuit ou le Conseil de la musique ou encore Civias. Ce sont pour nous des acteurs importants dans le paysage et qui sont vraiment des adjuvants aussi. Alors pour tout un chacun, pour toute personne qui vit de la musique et des musiques actuelles en Belgique. On a aussi travaillé sur 2 axes majeurs et on va continuer de travailler là-dessus. C'est tout ce qui concerne les aides à la création et puis la question des aides à la diffusion. Si je viens sur les aides à la création, on a augmenté, c'est passé au gouvernement la semaine passée, on a augmenté donc de 2,6 millions d'euros les aides à la création du secteur culturel avec une attention particulière sur les secteurs qui sont généralement moins soutenus. Et donc, vous le savez, le secteur des musiques actuelles fait partie de ces sous-secteurs, entre guillemets, pas par considération au sous, mais si je prends le secteur général de la culture, mais, on peut parler de différents sous-secteurs, eh bien, le secteur de musique actuelle est quelque part, je n'aime pas ce mot parent pauvre, mais moins soutenu financièrement. Et donc, on avait déjà augmenté le budget initial en 2021 à concurrence de 15%, et là, ici, il y a quelques semaines, on a encore augmenté de 60 000 euros. Tout ça, c'est structurel. Ça veut dire que ça revient chaque année. C'est une augmentation déjà pour le secteur. Ponctuellement, alors face à la crise, on vient de dégager aussi une enveloppe de 368 000 euros pour soutenir le secteur dans ce contexte de crise. Alors, ça n'a de sens de soutenir la création, évidemment, que si on accompagne ça aussi en matière de soutien à la diffusion, puisque créer, c'est important, mais aller à la rencontre du public, c'est aussi fondamental. Je ne sais pas qui a un micro allumé et il y a une fiesta derrière. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça met un peu d'ambiance. Et donc, je sais qu'il va y avoir un embouteillage culturel à la sortie de la crise, mais malgré tout, on doit pouvoir, en tant que politique, pouvoir soutenir cette rencontre avec le public. Et donc, on travaille actuellement au gouvernement, avec mes collègues du gouvernement, au renforcement du mécanisme du soutien à la diffusion de 2 manières. En renforçant ce qui existe déjà, les mécanismes existants, donc Arévi, spectacle à l'école ou les tournées Aspro-Pro, par exemple, mais aussi, il y a une volonté d'ouvrir ces mécanismes à des opérateurs actuellement sans quota et aussi à ce que j'appelle des tiers-lieux, donc des nouveaux lieux qui participent quelque part à la richesse culturelle en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, la Fédération, ce n'est pas une île en Belgique qui peut agir toute seule dans son coin. Il y a aussi évidemment la nécessité de travailler avec les autres niveaux de pouvoir. On est obligé de se coordonner avec eux, mais quelque part, ça peut, prenons le côté positif, ça amène des énergies supplémentaires et peut-être des volontés supplémentaires. Mais clairement, il y a la question du statut d'artiste qui est sur la table. Enfin, on pourrait dire enfin, l'ersatz de statut d'artiste va être revu. Et donc, vous savez que c'est le fédéral qui est à la manœuvre sur cette question, mais évidemment, au sein de la conférence interministérielle, nous avons créé un groupe de travail. Donc, cette conférence interministérielle de la culture rassemble tous les niveaux de pouvoir. Depuis janvier, c'est la fédération qui la préside, donc c'est moi qui préside cette conférence interministérielle et j'en profite pour mettre chaque fois à l'agenda tous les enjeux qui me paraissent essentiels et qui nécessitent des collaborations avec les différents niveaux de pouvoir. Donc il y a la question du statut d'artiste, mais aussi la question des droits d'auteur ou la question de la TVA sur le disque. Ce sont des questions qui doivent être abordées dans ce genre de rencontres. Alors, je vais terminer par ceci. Donc évidemment, l'intention, c'est bien de continuer d'accompagner le secteur et je remercie les représentants que mon cabinet rencontre régulièrement et avec lesquels on travaille parce que je n'imagine pas travailler autrement en fait. Si on a dû construire et on a pu construire des choses pendant la crise qui avaient un peu de sens par rapport au secteur, c'est aussi de cette manière qu'on doit travailler pour la suite en construction, enfin en co-construction, en concertation et évidemment je continuerai aussi à relayer là où ce n'est pas moi qui suis à la manœuvre les besoins du secteur culturel. Dernier élément, nous sommes le 9 juin. Le 9 juin, les portes des lieux culturels vont enfin pouvoir se rouvrir vers l'intérieur. Alors,
on partage, je pense, l'idée que c'est extrêmement tardif. On aurait pu faire mieux. En attendant, je pense que c'est important de ne pas bouder notre plaisir de pouvoir reprendre aussi dans les lieux intérieurs. On en avait tous besoin, tant les professionnels que le public. On va pouvoir revibrer quelque part autour de spectacles et de créations en tout genre. Et donc, merci à toutes celles et ceux qui ont permis et qui permettront et qui permettent de reprendre des initiatives culturelles dès maintenant. On a vraiment besoin d'un été culturel et musical et on est aux portes aujourd'hui de celui-là. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre pour cet exposé clair, concis et très fourni. Avant de laisser aux panélistes la possibilité de vous poser quelques questions et de réagir, je voudrais déjà vous poser une ou deux questions. D'abord sur le travail avec les autres ministres compétents en matière de culture. Vous parlez de la CIM. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que ce travail a abouti à des choses très concrètes, le fait de travailler comme ça sur plusieurs compétences, ou bien ça reste une difficulté énorme que connaît notre pays, d'avoir autant de compétences parcellisées? Alors, il ne faut pas se mentir, ça complique les choses, évidemment. Quand en région wallonne, on demande qu'il puisse y avoir des aides directes à un moment donné, que ça prend beaucoup de temps, alors qu'à Bruxelles, c'est des aides économiques, hein, puisqu'ils touchent entre autres l'événementiel et une partie de la culture, du monde culturel, c'est compliqué. Mais on y est arrivé quand même. Et il y a quand même des choses positives qui sont sorties de cette CIM, puisque très vite, on a proposé à mes collaborateurs, je ne sais pas si je dois les appeler comme ça, homologues, les différents niveaux de pouvoir, par exemple, d'avoir un cadastre, entre guillemets, des aides Covid. Et donc, ce cadastre est à jour, il est sur culture.be depuis des mois et on le met à jour régulièrement. Ça, c'est la CIM qui a permis, et le travail entre autres de mon cabinet, de mon administration, hein, il ne faut pas se leurrer, on était à la manœuvre, mais c'est ce qui a permis de susciter en fait un travail de tout un chacun et de permettre d'avoir pour les artistes, alors les techniciennes et techniciens, une seule porte d'entrée qui permet de comprendre où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'aide malgré les différents niveaux de pouvoir. Donc, c'est parfois compliqué, je ne sais pas si on va aboutir sur tout, mais en tout cas, on n'a pas peur d'essayer et parfois ça marche, il faut le reconnaître aussi. Il y a 6 mois, Chloé Andris de Médor avait tiré un peu la situation, tiré le portrait de la situation du secteur musical, et elle avait signalé qu'il n'y avait même pas 5 centres culturels qui étaient dédiés à la musique. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous allez travailler aussi dans les mois ou années à venir? Alors, on a déjà renforcé cette année de manière structurelle tous les centres culturels. Il y en a 118 en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et petit à petit, alors on va revoir aussi les contrats-programmes avec ces centres culturels. Moi, je suis persuadée que nous avons des acteurs disséminés dans notre territoire qui sont fondamentaux pour l'accès à la culture. Et donc, si il y a une volonté d'aller plus vers la musique, par exemple, ce n'est certainement pas la fédération qui va s'y opposer. Par contre, c'est quelque chose qui se construit avec les centres culturels. Je pense que les centres culturels connaissent aussi les acteurs de leur territoire et c'est important qu'il y ait une sorte de triangulation avec le monde de la culture, les artistes, les centres culturels et les opérateurs d'un territoire et le public. Et donc, ce sont des points d'attention. Alors, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, oui, il y en aura 15 des centres culturels dédiés à la musique, mais il est évident qu'on va porter aussi, c'est quelque chose qui me tient fortement à cœur, la diversité culturelle dans les genres, alors dans les disciplines, je pense que c'est important. Alors, qui veut commencer? Pierre-Alain, peut-être, qui rencontre assez souvent les membres du cabinet. Est-ce que dans ce que la ministre a dit, est-ce qu'il y a un point que vous voudriez soulever? Oui, bonjour Madame la Ministre. Effectivement, j'ai eu l'occasion de pas mal travailler avec votre cabinet, entre autres avec Nicolas qui nous écoute ici. Ben, oui, j'entends bien. Je pense qu'effectivement, entre le début de la crise et aujourd'hui, la position de Madame Linard a fortement évolué dans la reconnaissance des opérateurs non subsidiés dont nous faisons partie. Et je pense que c'est une très bonne chose. Comme Madame la Ministre le soulignait, enfin, il y a une prise de conscience de la différence des opérateurs et subsidiés et non subsidiés du pays, en sachant que dans les subsidiés, tout le monde n'est pas subsidié de la même façon. Ce n'est pas ici que je vais l'expliquer, mais je pense que certains opérateurs du subsidié ont aussi beaucoup de difficultés aujourd'hui. Mais c'est évident que voilà, il y a cette reconnaissance-là qui a été faite. Après, je pense que la prise de conscience dont vous parliez du grand public et de monsieur et madame tout le monde, de la réalité culturelle, on est encore très loin du compte.
Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que pour le grand public et plusieurs membres de notre fédération sont confrontés à ce problème, la culture ouvre aujourd'hui, ce qui est totalement pas du tout le cas. Beaucoup d'opérateurs sont aujourd'hui contraints, voire soit annuler, soit encore reporter des événements ou des concerts. Et le public dit, mais pourquoi vous reportez? On peut aller dans les salles de concert. Les raisons sont multiples et variées. Mais donc, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, dire que la culture réouvre, il y a une belle carte blanche qui a été publiée aujourd'hui, c'est quelque chose qui, pour nous, est difficile à entendre. Je comprends votre point de vue, Madame Linard. Je sais que ce n'est pas vous qui avez décidé de la date et que c'est au fédéral que ça s'est passé. Je sais quels sont tous les combats que vous avez menés pour essayer de faire entendre aux différents acteurs du Codeco la réalité de ce secteur, mais c'est sans doute trop tard. Et que le fédéral, pour diverses manières et diverses façons de faire, ne s'est mis à écouter les fédérations francophones que très tardivement dans le processus. C'est tout un combat que nous avons mené. Mais voilà. Pierre-Alain, merci. Laissons un peu la parole à chacun. Stéphane, peut-être pour ajouter quelque chose dans le même sens, et la ministre répondra ensuite. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Mesdames et Messieurs, merci de m'inviter. Je rebondis sur ce que je viens d'entendre et effectivement une reprise qui n'en est pas réellement une. Et je voudrais poser une question supplémentaire sur les centres culturels et faire un lien. On n'a pas parlé de la Flandre. Je dois dire que c'est difficile en tant que musicien de ne pas regarder du côté de la Flandre, voire parce qu'elle est là à côté de nous, et en tant que Bruxellois, elle est encore plus près, mais aussi en tant que musicien, moi je travaille beaucoup en Flandre, et je dois dire que l'organisation des centres culturels est bien meilleure que celle qu'on voit en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a un réseau qui fonctionne beaucoup mieux, la musique a sa place, même la musique actuelle, alors au sens, les musiques actuelles et au sens de la musique contemporaine. Comment se fait-il qu'avec un tel tissu de centres culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles et depuis des années, alors que des associations comme Aspropro existent depuis des années, il y a si peu de coordination, si peu de possibilités d'organiser des tournées entre différents centres culturels et que tout ce paysage semble éclater et que chaque groupe ou chaque artiste, chaque projet artistique doit se battre individuellement et contacter individuellement chaque centre culturel, alors que je sais qu'il y a des initiatives qui existent. Il y a Propulse, par exemple. Ça n'a pas l'air de fonctionner très bien. Par ailleurs, je ne vais pas m'étendre, mais aussi sur la question du public qui n'est pas conscient de la situation de la culture, situation qui ne date pas d'hier. Alors, comme l'a dit Madame la Ministre, la crise qu'on traverse encore, parce que je ne vais pas dire qu'on vient de traverser, on n'en est pas encore tout à fait sorti, a mis à jour des gros écueils qui existaient déjà avant, et en particulier, je vais sortir ça, mais tout le monde le sait bien, un sous-financement chronique qui ne touche pas que la culture, qui touche tous les services publics. Il ne faut pas oublier qu'on a que la culture fait partie des services publics. Donc je termine en disant comment se fait-il que la musique, puisqu'il s'agit de musique aujourd'hui, ait si peu de place dans l'enseignement général, puisque au fond les enfants d'aujourd'hui seront les mélomanes de demain, les gens qui iront au concert et au spectacle, sans parler des institutions supérieures qui sont chroniquement sous-financées dans un état de délabrement terrible. J'entendais encore la semaine dernière un ami en Allemagne qui me disait que son département de composition dans une université allemande venait de recevoir 3/4 million d'euros, donc le département de composition, pas l'école entière, pour développer un nouveau master. Ici, si un conservatoire recevait une telle somme, ça serait inimaginable. Merci. Stéphane. Merci. Madame la ministre, je propose quand même d'écouter encore quelques autres avis avant de répondre. Comme ça, vous répondrez juste avant de partir. Je crois que c'est ce qu'il y aura de plus simple à faire. Elia Rose voulait réagir aussi, me semble-t-il. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre. Voilà, je sais qu'on est un peu pris par le temps, donc je préfère quand même laisser la parole aux gens qui ont peut-être des questions plus pertinentes. Parce que c'est vrai, moi, je suis volontairement un peu sortie de la réalité pour me protéger. Donc, je préfère laisser la parole, vraiment. Très bien. Florent, une question, une réaction, et après ce sera Marc et puis Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté de se retrouver sur ce terrain, Madame la Ministre.
d'échange aujourd'hui. Deux, trois choses, je pense à évoquer dans le sillage de ce que Stéphane évoque. Ne pas oublier tout le travail qui a été fait par les collègues de Still Standing for Culture. Et j'ai toujours une aigreur dans un coin de la gorge face à cette interdiction de concert à Etterbeek qu'a connu les collègues de l'atelier 210. Je sais que là, on en parle de niveaux de pouvoir différents, mais je n'ai pas eu le sentiment qu'il y a une réaction collective forte autour de cette situation-là, qui était quand même un acte assez traumatisant pour le secteur, auquel on n'avait pas besoin de rajouter un. Perspective plus politique aussi, un petit point d'un sujet d'envergure en ce moment par rapport au secteur et à la musique à nouveau. La directive européenne sur les droits d'auteur et droits voisins, qui devrait arriver en exécution c'est une directive qui a été votée par le Parlement européen en avril 2019. Les États membres s'étaient invités à les mettre en application avant le 7 juin. On a passé la date chez nous en Belgique. Il y a une grosse pression des GAFAN pour que les artistes individuellement soient en contact avec les GAFAN pour négocier leurs droits et les retombées auxquelles ils ont droit. Or, nous, on pousse avec le Fakir et d'autres acteurs du secteur pour que ça passe bien par les sociétés de droit collectif, Playwright et autres. Or, on a un peu peur aussi, dans la situation actuelle de précarisation des artistes, que des décisions mal prises de ce côté-là peuvent avoir d'autres conséquences à long terme sur les droits voisins. Je le rappelle, c'est tous les artistes qui vont jouer en studio et qui interprètent des œuvres qui ont un retour en conséquence. Donc là, Elia, on est concerné de plein fouet sur ces sujets-là. Voilà. Et puis, petite anecdote aussi, dernière chose, le prix du plastique augmente très fort. Je crois que c'est lié aussi à la crise du Covid et tous les plastiques à usage unique qui reviennent en ligne de compte. Ça a un coût sur la production des CD, la production des vinyles, qui est en train de monter en flèche. Et ça, je l'ai découvert tout récemment, mais en fait, c'est aussi une des conséquences incroyables de cette crise qui nous retombe dessus, nous, artistes. Il va falloir trouver autre chose que du plastique, je crois. C'est ça que la ministre va dire. Marc, rapidement, une question, et puis Emmanuel, une question aussi. Merci, Jean-Jacques. Je vais rapidement simplement développer deux points qui m'interpellent. C'est effectivement, je partage l'avis de Pierre-Alain, la crise pour nous, elle est bien plus, j'envisage pas du tout avant le mois d'octobre, hein, pour être tout à fait réaliste. Il n'y a rien qui peut vraiment démarrer avant ce moment-là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, donc oui. Et ça, c'était un peu le premier point. Et ça, c'est surtout dû au problème de perspective qu'on a. Ça veut dire que dans manque de perspective, on ne s'est rien organisé. Et ces perspectives, elles sont absentes tant dans des perspectives de réouverture sanitaire, mais également d'engagement financier. C'est pour ça qu'en ce moment, on a beaucoup de reports et de reprises tardives. C'est que personne n'a pu engager d'argent avec le risque, avec cette épée de Damoclès, de savoir que du jour au lendemain, l'événement peut être annulé. Donc, c'est pour ça qu'un fonds de garantie était quelque part indispensable pour pouvoir permettre aux organisateurs de oser organiser et risquer de subir une annulation une semaine avant, la veille, si pas le jour même de son événement, toujours en période de crise sanitaire. Ce fonds de soutien, pour l'instant, pour les festivals, il faudrait pouvoir l'élargir à toute culture et tout risque, et ça on va le limiter dans le temps, puisqu'on ne sait pas, on parle de reprise, mais la crise est pour l'instant malheureusement toujours là, même si les chiffres sont bons. Et alors la deuxième chose qui me paraît extrêmement importante aussi, c'est j'espère qu'il y a des campagnes de sensibilisation pour travailler sur de la sensibilisation du public et d'autres parties prenantes sur l'appréhension que l'on a de se rassembler massivement, d'être proches les uns des autres, qui aujourd'hui est perçu, je pense, complètement à tort, comme quelque chose de dangereux, néfaste. J'entends même encore aujourd'hui, lorsqu'on dit que l'on a ouvert le secteur à des gens vaccinés et testés PCR, il y a malgré tout des réticences à croire que des gens pourront se rassembler à raison de 20 000 personnes, 75 000 personnes ou plus, alors que finalement, c'était une porte qu'on n'avait pas avant la crise. Et donc là, je pense qu'il faut resensibiliser absolument la population et toute partie prenante sur cette problématique. Encore une dernière petite question d'Emmanuel Joa. Le micro, Emmanuel. Non.
Est-ce qu'on m'entend? Désolé, voilà. Non, je me greffe un petit peu sur la question justement grand public qui était évoquée à l'instant, enfin l'expression grand public, et je me disais, est-ce qu'il est possible, je sais qu'il y a plein d'autres urgences et qu'elles sont pléthores, mais est-ce qu'il serait possible d'imaginer, et c'est en lien aussi avec ce qui a été dit par rapport à la Flandre notamment, d'imaginer de faire des updates auprès du grand public pour dire voilà, on a perdu 1 an, 2 ans maintenant, on ne sait plus très bien ce qui se passe en termes de musique, en termes de culture au sens large d'ailleurs, mais est-ce qu'on pourrait imaginer des sortes de mini-concerts, éventuellement des plateformes même collaboratives ou collectives, avec une sorte de carte de visite de ce qui se produit, de ce qui se fait de mieux en Belgique. Et Dieu sait qu'on a une vitrine, en effet, au niveau de la musique, j'allais dire pop, rock, notamment au sens large, qui est internationale et qui a un impact international et qui, en effet, lie des talents flamands, francophones, etc. Est-ce que c'est envisageable? Et l'autre question qui est un peu liée, mais qui est aussi peut-être à voir plus tard, est-ce qu'il y a moyen est-ce qu'on envisage déjà des formations un peu différentes pour les musiciens, pour les créateurs musicaux de demain, à savoir qu'ils doivent être de plus en plus polyvalents, hein, on l'a bien compris, ils doivent porter plusieurs casquettes, bonne chose ou mauvaise chose, c'est une réalité pour l'instant. Voilà, mais je ne sais pas si ça relève vraiment. Merci. Toutes les questions sont bonnes à poser, je crois. C'est la ministre qui fera le tri. Pardon, Madame Linard, ça sort aussi en partie de vos compétences, hein, mais je voulais avoir votre avis en tant que femme de passion aussi. Merci Emmanuel. La ministre, c'est à vous. Si jamais il y a encore du temps, il y aura une petite question de Gabriel Allouin qui trépigne, mais d'abord répondez à ces différentes réactions, je crois. Je vais répondre. Je vais essayer de répondre, mais je voudrais quand même signaler que mon collaborateur Nicolas Berroir est avec nous. Et si moi je dois vous quitter à un moment donné, lui peut continuer. Il est prévu qu'il reste évidemment si c'était nécessaire. Vous le connaissez, je pense, toutes et tous. Je suis un petit peu déçue qu'Elia Rose n'ait pas posé sa question parce que quand je vois, je m'excuse, le panel d'hommes qui a posé des questions, eh bien je regrette que Elia Rose n'ait pas posé la sienne. Ça fait partie aussi des enjeux de la culture pour le futur, indépendamment de la crise, c'est que les femmes prennent leur place dans le secteur culturel. Je vais tenter de répondre du mieux que je peux. Il est évident que je vais oublier des choses, je m'en excuse déjà. Si c'était le cas, vous savez qu'on est toujours accessible au cabinet, vous en avez pris l'habitude. Sur la question de la place de la musique dans notre société, on va dire ça, à l'école, par exemple. Je suis tout à fait d'accord que, de manière générale, la culture doit prendre une plus grande place dans l'école, en ce compris la musique. On travaille là-dessus avec ce qu'on appelle le parcours d'éducation culturelle et artistique, le PK. On est en train, avec ma collègue Caroline Désir, alors, d'augmenter en partenariat avec le monde culturel, la place de la culture dans le parcours des élèves. Et donc, ça nous paraissait extrêmement important, ça fait partie du pacte d'enseignement, de faire en sorte que chaque élève ait une rencontre bien plus dense avec la culture dans son parcours. L'avantage de passer par l'école, c'est qu'on touche tous les enfants et il n'y a pas une catégorie seulement d'enfants qui pourrait être privilégiée, qui a accès à cette culture. Donc ça, c'est en cours, c'est ce renforcement de la culture à l'école. Sur la question des publics, je pense qu'on aura besoin d'un travail conjoint. Ce n'est pas juste la Fédération Wallonie-Bruxelles qui doit pouvoir faire en sorte que le public se sente rappelé. C'est aussi le rôle des fédérations et du secteur artistique, mais je n'exonère pas ma part. On a prévu de renforcer, par exemple, les vitrines sectorielles comme Propulse. On soutient Aspropro et via Arevi, il y a 10 tournées qui sont prévues pour la rentrée. Et donc, on prend notre part dans la vitrine finalement et la visibilisation de ce qu'il faut faire pour permettre au public de revenir. Je ne suis pas totalement inquiète et par contre, c'est vrai qu'il y a parfois encore des craintes. On a vu un dernier sondage dans la presse, il y a encore des craintes d'un certain public. Mais je vois ici, on a lancé l'opération dans le cadre du cinéma. Je peux pas, j'ai toujours cinéma. Donc, depuis lundi, on vend des places à 1 € pour que le public retourne vers le cinéma. Toutes les places disponibles cette semaine sont déjà écoulées dans 3 jours. Donc, le public, je pense, a plus envie de culture que d'avoir peur, je crois. Et on devra aller chercher peut-être les derniers récalcitrants, peut-être. Mais quand ils vont voir que tout se passe bien, eh bien, ils reviendront vers le public aussi. Sur la question de Still Standing, je salue aussi, moi, le mouvement. Je pense que je ne suis pas suspecte de langue de bois quand je dis que c'est un mouvement que je trouvais tout à fait légitime. Vous avez entendu mes prises de parole dans la presse, même à l'encontre parfois de ce qu'on attend d'une ministre dans une majorité.
majorité, je pense que c'était important de pouvoir permettre au monde culturel de dénoncer une règle quand elle n'est pas juste. Et donc, en ce sens, je trouvais que c'était un acte politique important que ce standing puisse exister. Et donc, c'est quelque chose que je respecte évidemment. Sur la question des centres culturels, il est possible, j'avoue que je n'ai pas la même information que vous, Monsieur Guinevere, sur ça marche mieux en Flandre qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles. Je veux bien avoir des éléments qui viennent étayer cela, mais je ne remets pas votre parole en cause pour autant. Il est certain que si on peut s'améliorer, on le fera. Le financement structurel qu'on a donné au centre culturel, c'est non seulement pour des missions de culture d'ordre général, mais aussi pour soutenir les coopérations entre centres culturels et la coordination entre eux. Et donc, si ça peut aider, bien tant mieux. En tout cas, on a dégagé des moyens pour renforcer ces aspects-là. Sur la question des droits voisins, on a évidemment relayé au niveau fédéral la position de Playwright qu'on partage, et donc puisque ça se joue au niveau fédéral, on a évidemment relayé ce positionnement et ces points d'attention. Il y avait encore le fonds de garantie. Donc le fonds de garantie, en fait, de manière tout à fait anormale, on va dire. On sait qu'on est dans une situation inédite avec la crise, mais la fédération, en fait, a pris la place d'autres opérateurs, parfois privés, parfois publics, qui n'ont pas voulu jouer leur rôle d'assurer quelque part et de donner des garanties au secteur culturel. Ça a été valable dans le cinéma. Dès juillet 2020, pour que les tournages puissent reprendre, on a dû mettre en place un fonds de garantie. Ce n'est pas du tout l'objet des politiques culturelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles de faire des aides économiques. Je pense que c'est important de le savoir. On a essayé de le faire pour les festivals, mais on n'aura pas les moyens, je le dis sans, même si ça peut fâcher les uns, mais tant pis, je le dis de manière transparente, on n'aura pas les moyens de mettre en place un fonds de garantie qui soit plus large que ce qu'on a déjà fait et qui serait, entre guillemets, non limité dans le temps. Nous n'avons pas les moyens, ce n'est pas notre objet. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à relayer ce point d'attention à d'autres niveaux de pouvoir aussi. Il ne faut pas baisser les bras. Mais donc, je le dis de manière transparente, on prend notre part déjà dans des missions inédites qui, normalement, ne relèvent pas de la fédération, mais on ne saura pas mettre en place ce fonds de garantie pour plus large et sans timing. Je pense que… vous avez répondu à tout, presque. Oui, un dernier élément, je pense que vous avez parlé du futur, entre guillemets, septembre et les mois qui suivent. Vous avez tout à fait raison. Je sais que certains estiment que les événements tests qu'on mène en Fédération Wallonie-Bruxelles arrivent trop tard. Moi, je peux l'entendre, on était prêts plus tôt, mais je crois qu'ils sont quand même essentiels parce que ce qu'on est en train de prouver avec ces événements tests, c'est d'établir du contenu scientifique qui montre même qu'avec des jauges moins réduites et dans des circonstances qui ne sont pas les protocoles actuels, on peut retourner vers la culture. Et donc, on demandait quels sont les moyens qui vont peut-être donner confiance au public. Ça fera aussi partie du panel d'outils à notre disposition pour que, je l'espère, on ne doive plus jamais fermer entièrement des secteurs qui relèvent du secteur culturel. Merci de répondre sans langue de bois. Alors donc, juste avant de vous relâcher, puisque là, on a déjà dépassé de quelques minutes, Gabriel Alloin voulait savoir pourquoi, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on n'aidait pas certains lieux culturels à produire des spectacles musicaux, comme ça se fait en Flandre. Alors, de ce que je sais, mais je ferai une réponse très courte parce que je ne maîtrise pas l'entièreté de la côté technique. De ce que je sais, c'est que la philosophie en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est que le choix des disciplines, pour le dire comme ça, des centres culturels dépend de la volonté des centres culturels. Et donc, effectivement, nous avons quelque part un peu de pouvoir sur la question via les conventions, les contrats programmes, mais a priori, ça ne fait pas partie aujourd'hui de l'objet de ce qui existe en fédération. Moi, je veux bien réfléchir à beaucoup de choses, mais il faut aussi pouvoir se dire que les centres culturels ont aussi à un moment donné une certaine autonomie en fonction de leur territoire, etc. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte complètement, mais en tout cas, voilà, ça c'est ce que je peux dire à ce stade sur cette question. Très bien, mais ce que je propose, c'est qu'on va revenir là-dessus dans notre débat une fois que vous serez absenté et Nicolas Berroir prendra alors note ou même pourra peut-être répondre à certains éléments. Merci en tout cas, Madame la Ministre, d'avoir participé à cette première partie de colloque et bon travail pour la suite.
vous allez beaucoup travailler pour le cinéma aujourd'hui. On espère que vous pourrez travailler encore plus pour la musique demain. Hein, c'est ce que nous espérons tous. En tout cas, merci en tout cas pour votre soutien à tout ce que vous faites déjà et à votre soutien aux Octaves de la musique notamment. Merci. Et merci à vous. Bonne journée. Alors, je vous propose de poursuivre notre colloque avec une deuxième partie qui est notre tour de table sur comment vous avez vécu un peu ces 6 derniers mois, puisque il y a 6 mois, quand on s'était vu, chacun avait un peu expliqué comment il avait vécu cette période, ces 9 premiers mois du Covid, et on espérait beaucoup avancer, aller de l'avant et reprendre une vie normale un peu plus tôt que ce qui s'est passé. Donc, je crois que c'est intéressant de savoir, et je propose d'abord de commencer par ceux qui n'étaient pas là il y a 6 mois, et savoir un petit peu comment eux ont vécu le Covid. On va commencer, puisque la ministre nous le proposait, en écoutant Elia Rose, mais bon, c'est pas parce que la ministre le propose qu'on doit le faire, mais on voulait de toute façon écouter Elia Rose sur son expérience du Covid, comment elle a vécu cette période-là. Bien, rebonjour à tous. Voilà, j'espère que Madame la ministre a pas mal pris. C'était vraiment par souci d'efficacité que j'ai voulu céder ma place. Donc, pour répondre à votre question, moi, ce confinement, depuis le début, j'ai quand même essayé d'en retirer le meilleur. Je ne vais pas dire que c'était une super période parce que c'est quand même assez dramatique ce qui s'est passé, mais voilà, moi, j'ai vraiment insisté sur plusieurs points. Donc, ma manière à moi d'avoir vécu sereinement, c'était déjà le premier facteur, c'est que j'ai eu mon statut d'artiste 2 mois avant le confinement. Donc, je sais que j'ai une bonne étoile, mais elle brille très, 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 très fort à cette période-là. Donc, ça, c'est un soulagement quand même. Je pense très souvent aux gens qui s'en sortaient bien, tout secteur confondu, financièrement avant et qui, là, maintenant, ont du mal. Donc, ça m'a enlevé un énorme poids. Ensuite, moi, j'ai foncé sur la créativité. Je me suis occupée à fond pour justement ne pas penser à l'absurdité de la situation. Quand je dis absurdité, je ne parle pas le virus existe, mais c'est vrai que les règles, je ne sais pas, moi, j'aurais eu tendance à faire tous les choix inverses, hein, forcément. Mais je ne vais pas m'embarquer sur ce sujet-là. Je vais devenir désagréable, c'est pas le but. Donc moi, j'ai composé à fond, j'ai écrit, j'ai tourné déjà des clips, j'ai un nouvel album qui est prêt, qui va être enregistré, j'ai composé, voilà, je me suis occupée. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que les concerts, c'était ma vie en fait avant ce corona, j'avais 2, 3, 4 concerts par semaine, donc c'est sûr que ça laisse un vide énorme. J'ai eu la chance d'en faire l'été passé, des chouettes en plus, des chouettes festivals. Mais bon, c'est vrai que moi, ma musique prête plutôt à la danse, aux gens debout, collés, serrés, qui chantent, qui rigolent, qui hurlent, enfin peu importe. Donc c'est vrai que espacer assis et masqué, c'était pas trop l'ambiance souhaitée, mais c'était quand même bien de les avoir faits. Donc moi, j'attends avec impatience la reprise des concerts. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez une petite conclusion, mais je vais la faire quand même. Parfait. Voilà, allez-y. C'est très, très bien. Merci pour ce témoignage. Eh bien, même témoignage du côté de Stéphane Ginsburg. Donc, Elia est là, alors que c'était Blanche qui était là il y a 6 mois, et Stéphane est là alors que c'était Nicolas Acten qui était là il y a 6 mois. Mais Stéphane, on vous écoute sur votre propre expérience du Covid. Alors, si je remplace Nicolas aujourd'hui, j'ai toujours un peu de mal de parler de moi-même parce que s'il y a bien une chose que j'ai réalisée, mais bien avant les 6 derniers mois, c'est la multitude de situations vécues par non seulement par les musiciens, mais aussi par tous les gens qui travaillent autour de l'activité musicale, donc les techniciens, je ne vais pas faire la liste, vous savez aussi bien que moi qu'il n'y a pas que les musiciens et que les artistes, et que ma situation était finalement relativement privilégiée, parce que je suis non seulement musicien, mais je suis aussi enseignant, et en tant que musicien, j'ai un statut que je pense assez peu de musiciens dans le secteur classique ont. Je suis indépendant, et donc financièrement, je n'ai pas beaucoup souffert de cette crise, puisque j'ai bénéficié
du droit passerelle. C'est loin d'être le cas de la plupart de mes collègues, en particulier les plus jeunes, en particulier ceux qui débutent, ceux qui sont sortis des écoles supérieures il y a quelques années, ceux qui avaient absolument besoin de jouer. Et donc, si d'un côté, oui, moi aussi, j'avais absolument besoin de jouer parce que j'aime aussi le contact avec le public, je n'ai pas eu absolument besoin de jouer pour gagner ma vie. Et au fond, c'est une espèce de réclusion qui a, j'ose le dire sans honte, qui a eu un effet bénéfique sur ma réflexion personnelle sur la musique. Mais en même temps, ça a été l'occasion d'un engagement. Pas que j'étais pas engagé politiquement avant, mais ça a été l'occasion de m'engager un peu plus politiquement, entre autres avec Nicolas Harten, puisqu'il y a maintenant plus d'1 an, on a créé un collectif qui s'est endormi depuis, qui s'appelait Artistes Affiliés. Peut-être vous en avez entendu parler, et qui était un petit collectif, un tout petit collectif qui s'est beaucoup manifesté pour appeler les musiciens de tous les styles musicaux, mais en particulier les musiciens classiques qui sont parfois un peu des musiciens plus isolés ou moins conscients politiquement, à s'affilier à une fédération professionnelle. Je pense qu'il y a eu un mouvement en particulier vers le Fakir et vers l'Union des artistes, une affiliation de musiciens. On pensait que c'était très important que ces fédérations, qui étaient des porte-paroles directs avec les autorités politiques, soient renforcées par ces affiliations. Mais également, moi, je me suis personnellement impliqué dans le regroupement des fédérations. Après, ça s'est fait naturellement. Je crois que le mouvement avait commencé. Donc, on a fort poussé il y a 1 an pour que les fédérations parlent d'une seule voix, se rassemblent. Ça a débouché sur la création de l'UPACT. Maintenant, personnellement, il y a une expérience que probablement aucun musicien n'a pu manquer. C'était les diffusions en ligne. Donc, j'ai fait quelques diffusions en ligne. Je dois dire que j'ai trouvé l'expérience particulièrement désagréable. Voilà, si ça permettait éventuellement de maintenir un contact avec un public, mais bon, est-ce qu'on peut parler de public quand on pense aux gens qui se trouvent le plus souvent derrière un écran d'ordinateur avec un système son pas extraordinaire? Je dirais que non. Mon expérience personnelle a été assez désagréable parce que je n'étais ni en situation de concert, ni en situation d'enregistrement. Donc, j'en ai fait 4 ou 5 et j'avoue que le dernier que j'ai eu l'occasion de faire, qui était début juin, je l'ai tout simplement refusé. Donc, j'ai dit à l'organisateur, je ne ferai pas de diffusion. Reportez le concert si vous voulez, ou non, je m'en fiche. Et le concert a été reporté. Maintenant, on a la reprise. Et donc, j'entends aussi souvent dire avant, après, ça va recommencer comme avant. J'aimerais beaucoup que ça ne recommence pas comme avant. Et cela, pas seulement sur le plan culturel et musical, mais sur le plan général de la société. J'espère que ça ne va pas recommencer comme avant. J'espère que ça va reprendre et que ça va recommencer, mais surtout pas comme avant, et qu'il y aura eu vraiment des prises de conscience. En particulier, j'ai commencé par là tout à l'heure, une prise de conscience que Still Standing a rappelé en organisant cette semaine au Hall de Schaerbeek, alors que les rassemblements étaient encore interdits, en invitant des représentants de tous les secteurs, et pas seulement du secteur culturel, mais aussi des soins de santé, des juristes, des avocats, des juges, des représentants de sans-papiers, des représentants des immigrés, des représentants de toutes sortes de secteurs, pour partager une parole, pour échanger, pour voir qu'au fond, on partageait les mêmes problèmes et que la lutte était commune. Voilà, merci. Merci Stéphane pour ce témoignage. Et Elia Rose, juste sur le streaming, vous aussi, c'est une mauvaise expérience ou c'est plutôt une bonne expérience? Ah non, c'est horrible. Je déteste le streaming et c'est vrai que c'est encore une de nos seules options et c'est pas agréable du tout. Vraiment, je déteste. Voilà. Florent, vous aviez dit, vous, il y a 6 mois, d'abord que l'avenir était dans le commun, qu'il fallait avancer au niveau d'un plan d'investissement culturel. Vous aviez aussi beaucoup parlé d'une organisation qui s'appelait Feed the Culture pour aider les gens du secteur culturel précaire. Comment ça s'est passé ces 6 derniers mois? Est-ce qu'il a encore fallu aider le secteur? Merci Jean-Jacques, merci de me rappeler ce que j'ai dit il y a 6 mois parce que je ne m'en souvenais plus. C'est à ça que je sers. Hein. Non, pas qu'à ça. Mais ça, je prends.
Oui, bah, les mots-clés, c'était solidarité, effectivement, et faire ensemble pour maintenir le souffle, quoi, et pas se retrouver isolé dans un coin, voilà, à pleurer tous les larmes de son corps parce que tous les projets s'arrêtent du jour au lendemain, et beaucoup d'entre nous ont vécu ça. Feed the Culture est toujours là, malheureusement. Cette association qui, tous les samedis matins, désormais à Forêt, avant c'était à XL, mais propose une épicerie gratuite, un marché gratuit, des produits de bonne qualité pour le secteur culturel, les artistes qui sont effectivement dans un cruel besoin de quotidien. Ils étaient là pendant la crise, et la crise n'est pas terminée, donc ils sont toujours là, évidemment. Et malheureusement, mais je dirais que je crois que c'est un peu le propre dans nos sociétés aussi, que d'avoir une habituation. C'est un terme que certains d'entre nous connaissons peut-être bien, mais une habituation de prise en charge par des structures associatives et bénévoles d'aide et de soutien. Voilà. Je ne vais pas refaire l'histoire, la charité et toutes ces questions-là, évidemment. Voilà, donc Feed the Culture est toujours là. Et alors, les structures collectives pour réfléchir ensemble dans le secteur culturel sont là. Il y a eu des mouvements intéressants, je crois, dans les 6 derniers mois. Fakir était là depuis longtemps pour les musiciennes et musiciens. C'est une création qui remonte à 2013. Et il s'est passé des choses cette année qu'on n'aurait jamais imaginées, c'est-à-dire à d'autres échelles d'opérateurs, il y a eu des rassemblements d'opérateurs culturels, et je pense à la Fédération des festivals de musique en Wallonie-Bruxelles, ce super acronyme FFMWB. Je peux le dire 10 fois très rapidement en une phrase sans faire de faute. Non, ça va. Non. On vous croit. Mais FFMWB, ça nous a permis avec francophones de rencontrer d'autres réalités du secteur et d'aller porte-voix collective sur la situation, l'absence de réponse des autorités quant à la possibilité de tenir des festivals cet été ou avant ou après. Enfin, on a bien vu les décisions de fin mai, début juin et le calendrier estival avec toutes les ambiguïtés qui peuvent se profiler, ce que ça a donné. Mais je pense, moi, à titre personnel, et moi, mon boulot dans la culture depuis 20 ans, je m'efforce d'essayer toujours de comprendre comment l'écosystème fonctionne. Et je crois qu'on est dans un secteur vraiment particulier. Vu de l'extérieur, c'est un secteur, mais vu de l'intérieur, on sait bien que les réalités sont hyper multiples et que s'impliquer dans des fédérations, qu'elles soient artistiques, sectorielles ou autres, vous permet d'un peu mieux comprendre ce qui se passe chez les autres. Les collègues de Dour nous expliquaient qu'ils ont des prestataires qui travaillent, on sait que le montage d'un festival, une grosse machine comme ça monte plusieurs mois en amont. Ils ont donc des prestataires qui travaillent depuis des années avec eux. Il y a par exemple 44 km de barrières pour cerner le site de Dour. Donc, c'est des gens qui viennent avec des boîtes spécialisées là-dedans, qui font ces installations-là. 2 années de suite, sans un marché comme celui-là, sans un boulot comme celui-là, il y a énormément de prestataires qui vont mettre la clé sous la porte et qui vont changer de métier. Donc, en termes de dommages collatéraux pour des festivals ou des petites ou grosses machines comme cela, il y a un effet long terme de la crise Covid qui va se faire sentir, c'est-à-dire que la réouverture de Dour en 22, on croise les doigts, avec qui ils vont travailler et quelles expériences ils vont avoir en phase 2. Est-ce que ça va être des nouvelles boîtes et des gens qu'il faudrait expliquer le boulot, etc. Donc ça, c'est des trucs auxquels moi, je n'avais pas pensé et qu'une fédération comme celle des festivals les réalités nous apparaissent comme ça. Je pense à Court-Circuit, je ne vois pas de qu'elle est là pour l'atelier rock aussi. Court-Circuit, la fédération des musiques actuelles en fédération Wallonie-Bruxelles, qui est aussi un beau lieu d'échange et de compréhension de ce qui se passe dans les réalités des salles, parce que le point de vue des artistes, la situation criante des artistes de spectacle, elle est complexe aussi. Vous avez des salles subsidiées, mais d'autres non. Et aujourd'hui, la réouverture, elle est encore hyper incertaine. C'est énorme en termes de ventilation. Nous, sur les boucles d'information et d'échange au niveau des collègues de Court-Circuit, il y a plein de questions qui circulent encore aujourd'hui sur dans quel contexte ce qui a été encore pas partout, quoi. Donc c'est clair qu'après on est dans un monde un peu binaire au niveau de l'information, donc très vite de donner une nouvelle et puis de ne pas revenir dessus. Voilà. Mais en tout cas, action collective et solidarité, ça reste pour moi les points forts et il faut continuer à travailler là-dessus. C'est pas terminé. Et puis je crois qu'on a besoin de se serrer les coudes parce qu'on a quand même tous et toutes fait face à une situation de mépris
et d'absence de reconnaissance, et que le combat, il n'est jamais gagné, et que la prochaine crise, est-ce qu'on va devoir repasser par là? On a gueulé, mais peut-être pas encore assez fort, et il faut continuer à être hyper attentif à tout ce qui se passe, parce que quand tout va bien, la culture, c'est super, et vous êtes des acteurs importants, et voilà, mais quand tout va mal, on a tendance à nous oublier un peu trop vite. Et enfin, le petit mot de la fin, mais ça, je l'avais peut-être déjà dit il y a 6 mois, Jean-Jacques, je m'en excuse à l'avance. Mon père a compris ce que je faisais comme boulot quand je lui ai expliqué que, en fait, les industries culturelles et créatives en Europe représentent plus d'emplois que les industries automobiles. Et ça, c'est quand même un point important aussi à remettre en face du grand public en général, c'est que tout le monde s'intéresse, enfin, tout le monde a besoin d'une bagnole, ou en tout cas se positionne par rapport aux bagnoles. Voilà, industrie culturelle et créative, c'est un secteur plus important encore en termes économiques, parlons économie, puisque c'est quand même le moteur, le nerf de la guerre. Merci Florent. Peut-être un point de vue un peu d'observatrice avec Emmanuel Joa, qui n'était pas là il y a 6 mois, mais comment vous avez-vous vu à distance le secteur musical se comporter? Est-ce que vous l'avez vu rebondir ou être découragé? Qu'est-ce que vous avez vu? Votre micro, Emmanuel. Pardon, voilà, vous m'entendez? Oui, j'ai vu dans un premier temps, je pense, comme tout le monde, évidemment, il y a une sorte de sidération qui s'est emparée de tout le monde, me semble-t-il, lors de la première vague, qui n'a peut-être pas duré longtemps chez certains. Mais j'ai vu aussi, et j'étais assez fascinée par ça, je dois dire, et j'imagine que ce qu'on appellerait peut-être le grand public, qui est peut-être moins au fait des coulisses de la culture au sens large, aura dû être encore plus surpris. J'étais vraiment incroyablement fascinée par j'allais dire, l'adaptabilité d'un tas d'artistes à un tas de niveaux et dans un tas de domaines différents, musicaux ici, puisqu'on parle de musique, bien sûr, une adaptabilité incroyable, des gens qui se sont mis tout à coup au digital alors qu'ils ne pratiquaient pas du tout, même qu'ils le vomissaient parfois. Donc, je trouve qu'il y a eu… et ça a permis… Pardon ? Et qui le vomissent encore pour certains. Et qui parfois le vomissent encore, et je peux bien sûr le comprendre pour toutes les raisons qu'on va peut-être pouvoir expliciter. Mais j'ai trouvé cette faculté d'adaptation, je dirais, extraordinaire, mais qui n'empêche pas non plus de se fédérer. Et ça, je trouve que c'est un élément vraiment, vraiment intéressant. Tout à l'heure, vous avez parlé de la fédération des festivals de musique Wallonie-Bruxelles. Il y a plein d'autres fédérations qui se sont créées, y compris de métiers comme les attachés de presse et autres, ou de regroupements en tous les cas. Et ça aura le mérite aussi, cette crise que l'on vit encore, aura eu le mérite peut-être de permettre de découvrir certains métiers, dont ceux-là. En effet, vous avez bien dit tout à l'heure qu'il y avait plus de… Voilà, c'était supérieur à l'industrie musicale en termes peut-être d'emploi au sens large. Il y a des tas de choses qu'on découvre. Il y a des métiers de l'ombre qu'on découvre aussi, que certains artistes découvrent aussi. Je connais des jeunes artistes qui se sont mis à un tas de choses, qui étaient déjà un petit peu au four et au moulin, un peu des hommes orchestres, mais qui là, apprennent aussi à gérer des réseaux davantage, qui étaient peut-être en mode digital un peu, mais pas trop, et puis qui se rendent compte qu'il va falloir, c'est un peu le règne de la débrouille. Alors là, on pourrait dire que ça bascule dans l'ubérisation. C'est évidemment le danger, et c'est contre cela qu'on doit lutter, évidemment, de toutes nos forces. Mais je veux dire, moi, je suis vraiment, voilà, encore une fois, très impressionnée, pour répondre à la question de Jean-Jacques, très impressionnée par cette faculté d'adaptation. J'aimerais, néanmoins, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais qu'il y ait plus d'échanges entre nord et sud du pays, car cette visibilité, cette vitrine belge extraordinaire, cette vitrine musicale belge, est une carte de visite fabuleuse pour le pays, et ça mérite autre chose, je pense, que des replis, que des replis régionaux. Je sais que ça s'impose, bien sûr, en termes, j'allais dire, administratifs et politiques parfois, mais est-ce qu'on ne pourrait pas soutenir davantage ces échanges? Emmanuel, dans le panel, on a 2 personnes qui travaillent à la fois pour des francophones et des néerlandophones. Oui, tout à fait, c'est très intéressant. On va leur demander peut-être un peu leur éclairage par rapport à ça. Pierre-Alain, il y a 6 mois, vous nous aviez raconté comment vous vous débrouillez avec l'entreprise que vous gérez, et les licenciements que vous étiez obligé de faire, la précarité de pas mal de vos travailleurs pigistes et autres. Aujourd'hui, sur les 6 derniers mois, est-ce que la situation s'est arrangée, elle s'est détériorée, et est-ce que vous prévoyez des réengagements? Enfin, comment ça fonctionne pour vous? Oui, ben voilà. Malheureusement, je ne viens pas vraiment avec beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, effectivement, en 6 mois, les choses ne se sont pas trop arrangées, que du contraire. Et la problématique, c'est que pour pouvoir réengager des gens,
il faudrait des perspectives à ce stade-ci. Dans mon secteur d'activité, si je parle de mon entreprise, qui est des barrières événementielles, je fais partie de ceux qui mettent des barrières nadar sur des festivals, par exemple, mais pas que. Je travaille avec Marc aussi ici. Notre agenda, honnêtement, jusqu'en 2022, il est vide. Marc fait référence à octobre. Les concerts dont il parle, je les connais puisque c'est nous qui les opérons pour lui. Mais à ce stade-ci, nos clients, ce sont des points d'interrogation. Il y a des dates pré-bookées, mais il n'y a aucune confirmation de quoi que ce soit. Donc à ce stade-ci, nous sommes en stand-by jusque 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un agenda vide ne nous permet pas d'avoir la moindre perspective en termes d'embauche, en termes de recrutement. La réalité du secteur, d'un point de vue technique, c'est que la plupart des gens sont partis. Beaucoup de mes régisseurs compétents, qui sont des intermittents, se sont tournés vers d'autres secteurs d'activité. C'est des gens qui ont une formation de terrain, mais qui a mis parfois 10, 15 ans à former. Donc c'est très compliqué parce que ces gens-là, on ne les a plus. Donc demain, on va se retrouver avec un embouteillage des salles, parce que quand ça va vraiment redémarrer, je ne parle pas du 9 juin, je parle de 2022, que va-t-il se passer? Tous les spectacles qui ont été annulés ou reportés, on va devoir les jouer, puisque les contrats arrivent à terme, et que s'ils ne sont pas exécutés, les promoteurs vont devoir payer les artistes, alors même que ce n'est pas joué. Donc tout va devoir être exécuté dans des temps et des délais très courts. Dans des salles dont on ne connaîtra pas la jauge, puisque je pense que tout le monde le sait, il y a une espèce de mots qui tournent qui s'appellent le CIRM et le CERM, mais qui sont des espèces de modèles qui vont vraiment contraindre tout à fait la manière de fonctionner de la culture dans les mois, et j'espère que ce sera juste les mois et pas les années à venir, mais qui vont être extrêmement limitatifs, entre autres pour le Palais 12, dont Marc s'occupe, parce que les normes de ventilation sont juste impossibles à mettre en œuvre dans ce type de salle. Donc c'est une très grave problématique, parce que dans les 6 mois qui sont passés, j'ai créé cette fédération avec d'autres de la culture indépendante, et pour que les indépendants, pas les personnes physiques, pas les indépendants, mais les opérateurs indépendants puissent fonctionner, il nous faut 80% du remplissage d'une salle, mais pas du CIRM, de la salle. Et donc, si nous n'avons pas cette capacité-là, nous ne sommes économiquement pas viables. Et ça, c'est fondamental. Et à partir de ce moment, de ce point de vue-là, rien ne peut fonctionner. Rien ne peut fonctionner, et nous n'arrivons pas à remettre le secteur en route, nous n'arrivons pas à offrir de l'emploi. Comme vous le disiez, moi, c'est 175 intermittents avec qui je travaille régulièrement. J'avais 18 employés à l'époque. Aujourd'hui, il me reste 3 employés. J'essaye de, malgré tout, pérenniser leur emploi, mais après 18 mois de chômage non-stop, ça devient très compliqué parce que, à un moment donné, la motivation s'en va, la capacité économique de ces gens aussi qui n'ont plus aucun moyen depuis tout ce temps. Et donc, je pense qu'il y a des fondamentaux qui n'ont pas encore été du tout rencontrés et écoutés. On parlait des garanties tout à l'heure. Madame Linard, effectivement, ce n'est pas dans son portefeuille, les garanties, c'est du côté des régions qu'il va falloir aller les chercher. On négocie avec la fédération et à la région wallonne et à la région bruxelloise. En Flandre, la situation est un peu différente quand même. Ils ont déjà pris la mesure de ces choses-là. Les négociations sont en cours, mais c'est très compliqué parce que garantir un tel mécanisme avec les enjeux, comme on le disait tout à l'heure, les ICC, ça représente un poids économique énorme dans la vie de ce pays, et donc pouvoir garantir cette activité-là, c'est très compliqué pour les régions. Donc, on négocie avec eux, mais voilà. Ce sont tous des mécanismes qui doivent absolument pouvoir exister, ou sinon, si vous me donnez l'opportunité de vous rejoindre dans 6 mois, je vous dirai, je ne suis plus là. La réalité, c'est mon entreprise, on est au bout de 17 mois à quasi 300 000 € de perte. Je ne vais pas pouvoir continuer à perdre de l'argent comme ça. De toute façon, je ne peux rien à perdre, donc à un moment donné, ça va être difficile. Ça, c'est la réalité. Le chiffre d'affaires de 2021 pour mon entreprise, parce que j'ai des contrats avec Brussels Expo de maintien des salles en l'état, il est de 0,01%. Ça, c'est mon chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc, je veux dire, voilà. Et alors, il y a un dernier truc que je voudrais dire. Dans la logique d'une reprise qui est une aberration complète, dans mon secteur, il y a beaucoup de techniciens qui sont des indépendants personnes physiques. Aujourd'hui, un indépendant n'a pas le droit de travailler. Un indépendant technicien, son, lumière ou un musicien, s'il se met à travailler, il perd son double droit passerelle pour un cachet. Alors, il y a quand même là une aberration de se dire qu'on veut relancer une activité
alors que les opérateurs qui peuvent sont obligés de refuser le travail sous peine de perdre un double droit passerelle. Pour faire le double droit passerelle, il faut pas juste compenser le montant 2 parce qu'il faut rajouter l'INASTI, etc. On ne va pas faire un cours d'économie ici, mais je veux dire, c'est très complexe. Et aujourd'hui, il y a vraiment... c'est à l'image de tout ce qui a été fait depuis le début de cette crise. On prend des mesures, on annonce, mais on ne met pas en place tous les outils qui permettent à ce que certaines mesures puissent être fonctionnelles. Et donc, en gros, c'est des effets d'annonce, mais concrètement, il n'y a pas moyen de travailler. Et donc, on est toujours bloqué. Voilà. Et tant mieux pour ceux qui pourront reprendre. Je pense que certains vont pouvoir reprendre. Je pense que c'est un très bon signal pour le public, mais il faut que le public soit conscient que ce n'est que une petite porte qui est entrouverte aujourd'hui et absolument pas une reprise culturelle avec l'ensemble des opérateurs culturels de ce pays. Alors, merci Pierre-Alain, de nouveau toujours, qui nous dit les choses telles qu'elles sont. Il ouvre pratiquement ses comptes devant nous. Merci beaucoup parce que cette transparence permet de mieux comprendre la situation. Et je suis sûr que Nicolas Berwart a noté ce que vous avez signalé comme aberration en termes de protection sociale pour pouvoir relayer ça auprès de la ministre et de la prochaine CIM. Marc Agboton va peut-être nous expliquer la différence entre le CIRN et le CERN et vous expliquer un peu ce que c'est, puisque c'est un peu votre quotidien, effectivement, de savoir comment les salles peuvent redémarrer, des salles comme la Madeleine et le Palais 12. Oui, le CIRN et le CERN, ce sont des... ça vaut pour Covent Event Risk Model ou Covid Infrastructure Risk Model. Donc, ce sont deux modèles qui ont été mis en place, en fait, d'ailleurs, plutôt par le secteur à la base, plus que par le politique. Donc, ça a été un travail de longue date. Et d'ailleurs, ça fait déjà assez longtemps que c'est en place. Hein, donc, ça date déjà d'il y a plus d'un an, où ils ont commencé à travailler dessus. Et le premier CERN est sorti lors des vacances de l'année passée, en 2020, pour permettre au secteur de réouvrir. Et en fait, c'est un modèle de calcul qui permet de dire, pour un événement qui a lieu en dehors d'une infrastructure permanente, on utilise le CERN pour évaluer si cet événement est Covid-safe. Et pour les infrastructures permanentes, comme le Palais 12 ou la Madeleine, on utilise le CIRN pour voir si l'établissement est Covid-safe et à quel point il peut accueillir des événements et de quel type. Alors, ces deux modèles, c'est comme un peu le dit Pierre-Alain, c'est vraiment tout le grand résumé de ce qu'on vit, c'est que ces modèles existent depuis quelque part un an, mais en fait, ils n'arrêtent pas d'évoluer et de changer. Et encore, nous, quelque part, il y a quelques semaines, on était dans l'attente avec grande impatience lors du dernier Codeco du 11 mai, de savoir le contenu de ce CIRN et de CERN qui ont été en fait modifiés après le 11 mai et qui vaut aux salles et aux organisateurs de concerts d'événements de devoir systématiquement réadapter les modèles et les infrastructures qui ont dedans. Et pour donner l'exemple, et c'est ce que disait Pierre-Alain, c'est que dans le dernier CIRN qui est paru, il y a une notion qui est nouvelle, on savait qu'elle allait sortir, mais une notion qui est nouvelle, c'est le calcul des ppm, hein, comme on l'a entendu pour les restaurants, qui va définir si une salle est plutôt verte ou plutôt rouge pour accueillir le public et dans quelle quantité. Et donc, évidemment, ça a des applications chez tout le monde, c'est qu'on doit s'adapter au fur et à mesure avec le fameux point d'interrogation de Pierre-Alain, c'est qu'on va s'adapter, mais le CIRN du 11 mai, ou je ne sais finalement pas exactement quelle date il est sorti, mais le CIRN qui a suivi après le 11 mai, il est valable pour ce qu'on organiserait au mois de juin, de juillet et de août prochainement, mais ça ne veut pas du tout dire que ça va être celui qu'on va devoir mettre en application aux concerts qu'on est en train de vendre en ce moment, qui sont des concerts de octobre, novembre, décembre, et comme le dit Berlin, nombreux en 2022. Donc j'espère effectivement que c'est que temporaire et que ce ne sera pas un modèle qu'il va falloir appliquer ad vitam aeternam, parce que on a vécu maintenant cette dernière année et demie, c'est que c'est en changement perpétuel et en adaptation perpétuelle, et nous, on n'a pas de finalement regarder quelles sont ces adaptations, et un des exemples qu'on vit aujourd'hui et qui est certainement d'une part positive, comme dit Pierre-Alain, et d'un autre côté est aussi très complexe, c'est que nous aussi, on a essayé de s'adapter à la réouverture, et on a eu la volonté que quand ça rouvre, on aurait quelque chose à proposer sur notre site. Et donc, on a osé tenter une structure qui est l'Arena 5 pour tous les mois de juillet-août, où on va pouvoir faire des concerts pendant juillet-août. Une structure qui s'adapte aux règles Covid, mais c'est d'une complexité folle, puisque
puisque ces règles sont encore en train de changer aujourd'hui, et les dernières arrêtés ministériels qui sont sortis s'arrêtent abruptement au 30 juin. Donc, encore aujourd'hui, on est en train de se demander avec exactitude comment est-ce qu'on peut accueillir le public de façon sanitairement correcte. Nous, je pense qu'on en a tous nos certitudes, mais voilà, le politique a du mal à s'engager de façon à moyen terme et à long terme pour nous permettre d'avoir des perspectives qui nous permettent de travailler. Elia Rose, tout à l'heure, Emmanuel Joa faisait allusion à ces artistes qui en font plus que juste interpréter ou juste composer. Vous faites partie de ce type d'artiste qui essaye de gérer son contenu musical du début jusqu'à la fin, jusqu'à la diffusion. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne, ça. Oui, c'est vrai. J'ai commencé un peu naïvement en me disant, voilà, je vais composer, et puis je vais poser ma voix et ça va aller tout seul. Et en fait, c'est vrai qu'il y a déjà tout l'administratif. Depuis le confinement, c'est la gestion des réseaux sociaux, vu que c'est notre page, notre visibilité. Donc moi, je travaille sur tous les secteurs. Maintenant, j'ai de la chance, j'ai un booker et une attachée de presse. Au début, ce n'était pas le cas, donc je faisais aussi ces deux choses-là. Maintenant, je peux déléguer un peu, mais c'est vrai que, oui, voilà, moi, je travaille énormément pour mon projet dans tous les secteurs confondus, même visuel, même pour les clips et tout ça. C'est un savoir-faire de tout, je pense, pour vraiment sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, il faut vraiment toucher à tout, quoi. Et est-ce que ça vous inquiète quand vous entendez Marc Hagboton ou Pierre-Alain Brevelt ou Florent, par exemple, dire c'est difficile, en tout cas pour les grandes salles, pour les salles, de pouvoir accueillir du monde. Pour un artiste, c'est quand même se dire, est-ce que vraiment on va devoir jouer que devant 5 personnes sur une terrasse d'un café? Oui, j'avoue que ça me fait vraiment plaisir d'être là, mais ça m'angoisse aussi un peu d'entendre toute cette réalité. Mais je sais que c'est le cas, mais waouh, c'est dur d'imaginer le futur. Bon, moi, c'est vrai que ça ne me concerne pas personnellement parce que comme je démarre un peu, je joue quand même pas devant des grandes salles, mais j'ai un peu le souffle coupé, pardon. Donc, je suis sûre que ça va aller plus vite que prévu, c'est pas possible. Je suis de nature optimiste, mais bon. Oui. Mais c'est vrai, Marc Hagboton, avec Arena 5, il y aura quand même des concerts à l'extérieur, ce sera quand même possible. Alors peut-être dans des salles, ce sera peut-être plus compliqué avec ce que vous expliquez, mais à l'extérieur, normalement, pendant l'été, ça devrait mieux se passer. Oui, bien sûr, mais ça c'est vrai, mais c'est simplement parce que c'est un cas. Il y a très peu de choses qui se font. On déplore aussi plein d'annulations. Donc, il y a plein de festivals qui ne se sont pas faits, faute de perspectives, de soutien, de garanties, etc., qui sont arrivés 3 semaines après les annonces de réouverture. Donc, lorsqu'on a annoncé les réouvertures, on annonce une réouverture en disant, quelque part, vous pouvez ouvrir, mais on ne vous permettra pas de compenser une annulation de dernière minute. 3 semaines après, on annonce qu'en fait, il y aura quand même peut-être moyen de le faire assurer, mais en attendant, les décisions sont prises pour déjà pas mal de festivals, et on l'a vécu nous-mêmes avec le Bressuire Summer Festival, qui n'est pas la même chose. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va accueillir des concerts, mais les gens vont être dans des bulles, vont être assis sur des chaises, devront porter leur masque dans plein de configurations possibles. On pourra servir des boissons, mais de façon assez catégorisée. Donc, il est impossible de penser que tout opérateur et toute personne voulant organiser un événement pourra simplement, c'est déjà pas simple à la base, il ne faut pas de paquet pour le faire, mais en plus, énormément de restrictions et de choses qui font que c'est quasi impossible. Donc, ça reste malheureusement que trop peu des possibilités qu'on aura cet été, malgré finalement une réouverture plus large que, alors prévu, pas prévu, mais en fait plus large que ce qu'on aurait peut-être pu penser au mois d'avril. Mais ça reste, oui, je pense que quelques exceptions. Pour moi, personnellement, c'est loin d'être assez, et la culture est loin d'être au rendez-vous de ce qu'elle est capable d'offrir pendant les prochaines semaines et mois. Ce n'est pas assez. On va demander à Florent comment est-ce qu'il voit son festival francophone, comment est-ce qu'il va avoir lieu, est-ce que vous avez déjà une idée précise de cela? Nous, on travaille à l'horizon d'octobre, donc on sait
toutes et tous là qu'aujourd'hui, 3 mois, c'est très très loin. Et revenons 3 mois en arrière, on était le 9 mars. On pouvait pas. C'est difficile de projeter quoi que ce soit. Maintenant, on a eu la chance avec Francophone en 2020 de pouvoir passer à travers les mailles du filet et le festival a eu lieu à 90%. En termes de nombre de concerts organisés, maintenant, les jauges étaient réduites, évidemment. Après, par rapport à Pierre-Alain ou Marc, on est dans des logiques de structures qui travaillent plutôt sur des artistes émergents. On se sent un peu une sorte de mission de service public. On a des soutiens publics pour organiser tout ça. Donc, moi, j'ai envie de rassurer Elia aussi sur le fait que pour les artistes en démarrage, pour les artistes émergents, il ne s'agit pas de remplir le Palais 12 au Cirque Royal. Nous, on a des gros projets. On travaille avec le Botanique, on travaille avec le VK et différentes salles conséquentes, mais on a aussi des lieux de jauge plus restreintes et plus confidentielles. Voilà, donc nous, a priori, on part sur un schéma, en fait, les normes octobre, aujourd'hui, elles semblent, les indicateurs semblent plutôt verts. Alors, évidemment, après, il y a des questions sur les questions des passes sanitaires, sur la question des vaccinations, le coût que ça peut générer de gérer les entrées en conséquence et les contrôles à l'entrée. Bon, il y a des questions à la fois économiques et éthiques qui peuvent se poser sur l'accessibilité ou non des salles en fonction de est-ce que tu as fait ton vaccin ou pas. Voilà, là, il y a des vrais débats aussi qui sont en discussion au sein de la FFMOEB ou de court-circuit. C'est des sujets dont on parle aussi. Voilà, maintenant, je constate quand même, c'est clair que moi, j'aurais tendance à dire aussi, en fait, le problème qu'on va rencontrer à l'automne, c'est aussi le problème de l'embouteillage. C'est-à-dire dans l'autre sens, la non-ouverture pendant si longtemps génère tout un effet entonnoir. On le craignait en octobre l'année dernière. Et rappelez-vous la blague qu'on se racontait en mars-avril de 2020. On se disait, le confinement, c'est long, surtout la première année. Ha, ha, ha. On en était là. Ça fait 1 an et demi que tout ça est fermé. Donc, voilà. Et donc, l'entonnoir qu'on craignait à l'automne 2020, on l'attend là. Et on voit bien, nous, dans la programmation du festival, dans les contacts avec des artistes pour faire des choses un peu différentes ou décalées ou quoi, les agendas commencent à se remplir sérieusement et c'est tant mieux pour ceux qui jouent. Voilà, maintenant, non, moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste. Je pense que la lumière est au bout du tunnel et que ce n'est pas un train. Belle conclusion. Pierre-Alain et Marc disaient, je ne sais pas si c'est ici ou s'il me l'a dit à l'occasion des Octaves de la musique, mais on parlait, il y a 6 mois, quand on discutait, on disait octobre 2021, voilà, ça va se relancer. Et là, on parle plutôt finalement de 2022, voire rentrée 2022. Vous nous disiez que ça allait être très difficile à survivre, cette période-là. Mais dans vos contacts à la fois avec les promoteurs et les salles, c'est ce que vous entendez, qu'une vraie relance pour des artistes non émergents, c'est plutôt sur 2022 que ça va se jouer? Oui, alors, la problématique de la plupart des promoteurs dont le siège est en Fédération Wallonie-Bruxelles, et je ne parle pas de la Fédération Wallonie-Bruxelles, je parle de la géographie, et la problématique des garanties, c'est qu'à ce stade-ci, tous les promoteurs qui sont mes clients, mais qui sont aussi membres de la fédération, nous disent la même chose, c'est qu'ils ne sont plus à même de prendre le moindre risque financier. Ils ont la corde au cou, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un cou et une corde. Et donc ça, c'est la réalité. Et donc ces gens-là, aujourd'hui, il est quand même assez symptomatique. Je ne suis pas de naturel pessimiste, je suis juste un peu réaliste sur cette chose-là. Le dernier Codeco, que dit-il? Il dit que une activité normale est une reprise de tous les secteurs d'activité est annoncée pour septembre, sauf dans la culture et dans l'événementiel où il est marqué à déterminer. Donc, sauf que la particularité de nos secteurs, c'est qu'on ne démarre pas du jour au lendemain. Alors, certaines choses peuvent se remettre en place en 2-3 semaines, d'autres 2-3 mois et d'autres 6 à 8 mois. Donc, ça, c'est une réalité. Sauf qu'aujourd'hui, quelle est la réponse par rapport à cette question? C'est à déterminer. Donc, nous sommes dans l'attente permanente de cette chose-là. Alors, peut-être que certains ont les capacités de prendre des risques, d'autres ne l'ont absolument plus, et ça, c'est la réalité. Donc, que nous dit l'international, puisque effectivement, moi, je travaille plus avec l'international, ben, les États-Unis nous disent plus tard, dans 1 an, dans 1 an et demi, les Français, c'est pareil, et donc on travaille sur 2023, 2024, un peu 2022, mais
surtout à partir de septembre, le début devrait être rempli des annulations, non, des reports qui ont été reportés plein de fois, oui. Mais oui, effectivement, j'espérais octobre, je continue à l'espérer, hein, soyons honnêtes, j'ai les mêmes agendas que Marc et d'autres, mais la réalité, elle est celle-là. Et je parle des grands lieux parce que Marc est là, mais dans la fédération, on a d'autres salles comme le Trocadéro à Liège, qui est une toute petite salle. Il est en train de... C'est extrêmement compliqué, c'est un tout petit lieu, il ne s'en sort absolument pas. Il a un bâtiment classé, donc il ne sait même pas se mettre aux normes au niveau des ventilations, etc., etc. Et donc, il y a toute une série de petits lieux qui se retrouvent dans des situations extrêmement complexes, et qui ne savent absolument pas comment ils vont pouvoir redémarrer leurs espaces. Donc, voilà, il faut aussi comprendre certains mécanismes qui sont... Certaines salles ont pu suspendre leur loyer, mais à partir du moment où ils font un concert, ils doivent se remettre à payer leur loyer. Mais une fois que la machine est relancée, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, c'est savoir à quel moment on reprend. Moi, actuellement, effectivement, pour des raisons économiques, je suis obligé de refuser des contrats parce que je n'ai pas les moyens de les exécuter. Et exécuter ces contrats me coûte plus cher que laisser mon entreprise à l'arrêt. C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant comme système parce que ça veut dire que cette relance ne peut pas avoir lieu et on ne sait pas se remettre en route deux fois. On ne pourra plus se remettre en route deux fois. Ça, c'est évident. Pour juste confirmer, Stéphane, je voudrais peut-être aussi juste je voudrais ajouter sur le mois d'octobre, donc je parle effectivement des premières dates que nous avons au milieu d'énormément d'annulations et de reports, et que la réalité qu'on a aussi dans le secteur, c'est par exemple un concert. Moi, j'ai des reports, des annulations qui ont eu lieu fin décembre, donc fin décembre 2021, où on pourrait penser, bah, tiens, pourquoi mais sur des tournées qui commençaient en juin 2021. Donc, si la tournée ne peut pas commencer en juin et faire sa tournée des festivals en juillet, août et septembre, qui se terminait au Palais 12 en 2021, évidemment, si cette tournée est annulée, ça impacte à des mois après aussi la salle. Donc ça, c'est vrai. Et sur tout ce qui est international, et là, effectivement, ils ont fait que il n'y a aucune date internationale qui est prévue en 2021. Elles sont toutes à partir de 2022 ou plus tôt. Et c'est pour ça que j'interpellais la ministre Linard tout à l'heure sur cette sensibilisation. C'est que la façon dont on bloque la culture lors des prises de décision sanitaires a un impact sur la dangerosité réelle de se rassembler et d'assister à des événements et faire de la culture. Pour moi, il ne faudrait jamais que la culture soit à 100% annulée. Un peu comme on fait la reprise avec un peu de Ikea, un peu de ceci, on ouvre quand même un peu le bricot. Je crois que la culture devrait, au même titre, avoir sa partialité et se dire que on fait au fur et à mesure ce qui enlèverait cette crainte et cette impossibilité de voir à plus de 6 mois les choses en se disant que en fait, c'est sans doute trop tôt de rassembler 1000 personnes ou 2000 personnes, alors qu'en fait, d'ici là, tout le monde sera vacciné et que tout le monde espère que le Covid ne sera plus là. Ce qui fait qu'il n'y a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Il y a quand même 75 000 personnes normalement à Tomorrowland. Stéphane, il y avait deux choses. Je voulais demander votre réaction. D'abord, vous vouliez parler des petits lieux, mais je voudrais aussi que vous nous parliez peut-être de ces concerts qui n'ont pas eu lieu et vos concerts à vous. Est-ce qu'ils auront lieu ou bien il y a des choses qu'il faut oublier, qu'on ne verra pas, des spectacles qui ne se feront pas à cause finalement de cette période de Covid? Il y a eu toutes sortes de situations. Donc, ça a commencé, vous vous souvenez, en mars 2020 avec une reprise une reprise partielle de 3 mois. Corrigez-moi si vous pensez que c'est nécessaire. Donc, entre juillet 2020 et octobre 2020, et puis de nouveau une interruption entre octobre. Enfin, je parle principalement des gens qui sont au courant de tout ça, aussi bien que moi, ici. Et donc, il y a eu toutes sortes de situations. Il y a eu des concerts tout simplement annulés. Sans compensation. Et je voudrais parler de ça parce que c'est un gros problème, pas spécialement pour moi, mais pour pas mal d'artistes. Il y a des concerts qui ont été reportés 1 fois, 2 fois, 3 fois, parfois. Certains concerts qui ont été, dans mon cas, reportés 2 fois et puis annulés. Donc, il y a eu toutes les situations. Des concerts qui se sont transformés en diffusion, plus jamais. Je rejoins ma collègue là-dedans, c'est affreux. Voilà, donc toutes les situations se sont présentées et comme l'a dit Pierre-Alain Brevelt, effectivement,
quand des compensations étaient proposées pour des concerts reportés, finalement annulés, ça tombait dans un mois où il n'y avait plus rien. Les compensations étaient tellement minuscules, je ne sais pas, de l'ordre de… On peut parler de ça aussi, la rémunération des artistes, en particulier en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est parfois totalement ridicule. Si les compensations étaient, je ne sais pas moi, de 250 € ou de 500 €, c'est clair qu'il fallait les refuser parce que le droit passerelle était entièrement perdu. En tout cas, le double droit passerelle était perdu. Voilà, donc c'est une situation compliquée, il faut jongler avec ça, faire de la comptabilité. Moi, j'ai décidé de ne même plus me poser la question, est-ce que j'ai finalement touché trop de droits passerelle après X mois? Est-ce que je vais avoir un supplément d'impôt monstrueux? J'ai décidé de ne plus me préoccuper de ça, de ne pas m'angoisser avec ça. Ça reprendra pas, mais je pense quand même que la reprise qu'on vit actuellement n'est pas une vraie reprise, en particulier pour les petits lieux, puisque, comme je l'écrivais dans un commentaire ici, les conditions de reprise sont telles que pour les petits lieux, les jauges sont tellement petites que la billetterie est ridicule. Alors, ça concerne effectivement les gros événements qui doivent vivre aussi. Hein. Je suis tout à fait, je n'ai rien contre les gros événements. Je ne tiens pas à opposer les petits et les gros, mais on a une reprise qui concerne essentiellement les gros événements qui, malgré des jauges limitées, peuvent remplir des salles. Alors, j'aimerais poser une question un peu à tout le monde ici. D'abord, par rapport au problème de sectorialisation, donc on sent que malgré le désir de sortir de cette sectorialisation et de dire mais il faudrait une reprise même partielle de tous les secteurs et pas avoir cette impression qu'on se retrouve dans le secteur culturel toujours mis de côté. Hein, on a parlé beaucoup de secteurs non essentiels. Moi, je continue à sentir qu'on est non essentiel. Le secteur culturel est celui qui est le plus à la traîne en termes de reprise. Je trouve ça totalement inadmissible. Alors, je ne comprends pas que les responsables politiques n'ouvrent pas les yeux là-dessus, non seulement sur la nécessité pour les travailleuses et les travailleurs de reprendre le boulot, mais aussi pour le public de pouvoir assister à des spectacles. Et une deuxième chose, c'est on a ici deux représentants, mais dites-moi le contraire si je me trompe, qui représentent plutôt les travailleuses et les travailleurs indépendants de la culture, c'est-à-dire, je dirais plutôt un secteur qui fonctionne de manière privée, donc avec toutes les difficultés que ça comporte, c'est-à-dire les secteurs non subventionnés. Et je ne vois pas de représentants des secteurs subventionnés ici. Je pense par exemple aux gros opérateurs subventionnés, en Fédération Wallonie-Bruxelles en particulier, l'Opéra Royal de Wallonie, l'Orchestre Philharmonique de Liège, qui, m'a-t-on dit, ont annulé des événements sans respecter les contrats vis-à-vis des artistes, qui ont mis leurs techniciens au chômage, mais qui ont donc simplement mis les artistes je ne sais pas s'ils les ont mis au chômage ou les ont licenciés sans aucune compensation. Est-ce que, la ministre n'est plus là pour me répondre, est-ce que ces gros opérateurs subventionnés et les moins gros ont des comptes à rendre sur les subventions qu'ils ont reçues pour les années 2020, 2021 et qu'ils n'ont manifestement pas utilisées? Évidemment, les spectacles n'ont pas eu lieu, mais on sait très bien que la part de la billetterie et la part de la subvention dans l'organisation d'un concert, je doute, pour avoir été organisateur moi-même de concerts à petite échelle pendant 15 ans, que la billetterie soit d'un poids tel qu'on ne puisse pas, même partiellement, rémunérer les artistes. Voilà, oui. C'est une question que je lance comme ça, je ne sais pas si… Stéphane, on va voir s'il y a des réponses dans le chat. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. Si quelqu'un qui est concerné par ces problématiques peut répondre, me semble-t-il, Nicolas Berwart me corrigera, mais on justifie normalement des subsides, donc il n'est pas question qu'ils ne servent pas à quelque chose, mais peut-être qu'ils n'ont pas servi à ce qui était prévu. Ça, c'est bien possible. Nicolas nous écrit « Il est impossible pour un opérateur subventionné de faire des provisions sur subvention ». Voilà, on a une réponse assez précise. Peut-être sur le temps de création, parce qu'on avait pas mal de parler de ça aussi la dernière fois, et c'est qu'il faut laisser du temps de création aux artistes aussi, et qu'il faut trouver une manière d'offrir du temps. C'est Chloé Andris de Médor qui avait parlé de ça. Est-ce que c'est encore d'actualité, ce questionnement? Emmanuel Joa trouve c'est une question aussi qu'il faut traiter, ça? Non, on ne vous entend pas.
Décidément. Pardon, Jean-Jacques, j'avais coupé pour ne pas qu'il y ait d'interférence. Oui, je pense que ça fait partie en effet, du problème, et ça fait partie de l'aspect sécurisation, si je puis dire, statut d'artiste. Enfin, il y a toute une série de choses qui vont évidemment de pair avec ça. C'est le bien-être économique, la survie économique de certains acteurs les plus créatifs aussi, et leur permettre d'avoir le temps de se préparer à rebondir. Mais quand je vous écoute de manière plus générale, moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que on voit venir confusément toute une série de reconversions. On ne sait pas encore, et c'est là, je trouve qu'il serait intéressant de consulter non pas Madame Soleil, mais peut-être des spécialistes des tendances sociétales, parce que moi, j'ai très peur en vous écoutant, et je me fais un peu l'avocat du diable en disant, enfin non, je veux dire, je préfère toujours imaginer le pire, mais j'ai très peur que l'on ne doive remodeler pas mal de choses, y compris peut-être la forme de certains grands rassemblements, etc. Et Dieu sait, vous le savez, Jean-Jacques, que j'ai toujours adoré les concerts, et j'en suis une grande adepte depuis des lustres. Et je pense que là, effectivement, le côté charnel de la musique et des rassemblements musicaux est absolument fondamental. On a peut-être trop parlé, pas trop, proportionnellement moins parlé de la musique que du théâtre ou du cinéma, et je pense que c'est peut-être parfois moins passé auprès du grand public. Donc voilà, il est vraiment important de pouvoir éventuellement envisager, tout à l'heure je posais la question, envisager un éventuel, j'allais dire, recyclage entre guillemets. Pour cela il faut du temps, Jean-Jacques, et là je m'éloigne un petit peu, je sais qu'il y a des urgences qui sont tout autres, et qui sont multiples, mais j'ai posé la question tout à l'heure à Madame Linard, mais c'est une question plus générale et qui devrait s'adresser aussi à d'autres ministres. Comment va-t-on former, et la question se pose aussi en cinéma, les jeunes de demain? On peut plus dire un jeune va faire un métier d'acteur, il va falloir qu'il soit régisseur, il va falloir qu'il apprenne la technique, l'éclairage, qu'il puisse rebondir sur d'autres choses. Et il ne peut pas faire de stage. On parlait de la musique à l'école, mais il y a aussi tout ce qui entoure ça. Voilà, comment faire des stages, être en immersion, tous ces métiers, et notre échange aujourd'hui parmi tant de facteurs qui évoquent d'autres métiers que l'on connaît moins. Enfin, la problématique, elle est tellement large, mais moi, je suis franchement, je ne veux pas être pessimiste, il faut y croire, les choses vont s'améliorer et tout, mais est-ce qu'on est assez préparé pour l'après? On parle de l'après-vaccination, on parle des 3e, 4e doses de vaccin que mais est-ce qu'on a anticipé, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, alors voilà, on ne peut pas toujours prédire l'avenir. Ici, personne ne pourra vous répondre là-dessus. Ce que je vous propose, comme il nous reste 2 minutes, je vous laisse à chacun une conclusion. Comment vous voyez venir, en une phrase. Je sais que la plus concise, ce sera Elia Rose. Une phrase, pour dire comment vous voyez l'avenir. Chacun ira de sa phrase. Oui, peut-être pour conclure, moi je dirais qu'il y a quand même énormément d'artistes belges magnifiques. Je trouve qu'on devrait leur laisser plus de chance. On existe, et ça devrait vraiment être une fierté en fait, et pas un combat. Voilà. Merci. Une phrase de Stéphane. J'ai beaucoup apprécié ce que je viens d'entendre d'Elia Rose, mais pour moi, ça doit rester un combat. Et je pense un combat solidaire. Je crois en particulier dans le milieu de la musique classique, mais dans le milieu de la musique en général, il faut retrouver un fonctionnement plus solidaire entre les acteurs, parce que le système actuel les pousse énormément à ne pas l'être et à fonctionner individuellement en ne pensant qu'à leur tronche. Voilà. Merci beaucoup. Vous faites de plus longues phrases dans la musique classique. Marc, pour sa dernière phrase. Je dirais également un combat, mais à présent plus réactif, mais anticipatif, et avec 100% de cohésion dans ce qui est. La phrase de Florent. Vu qu'on est francophone, j'ai envie de dire « restez debout pour la culture ». La phrase de Pierre-Alain. Je dirais « on se revoit dans 6 mois et les nouvelles seront bonnes ». Et la phrase d'Emmanuel. Moi, j'y crois vraiment à fond, parce que la culture est vitale, évidemment, et la musique l'est plus que tout, y compris sur un plan, j'allais dire, presque médical. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce colloque.
Je ne sais pas si on se reverra dans 6 mois, Pierre-Alain, mais en tout cas, merci à tous. Vous retrouverez des suites, évidemment, en digital pour peut-être encore continuer la discussion. Samedi 12, on diffuse sur les médias de proximité la soirée des octaves, qui est une soirée un peu inédite, puisqu'on a dû la faire à huis clos, sans public, comme une émission de télé. On l'a faite à la Madeleine et avec les lauréats des 2 années, 2020 et 2021. Donc, merci à tous ceux qui nous ont permis d'organiser tout cela. Point Culture, les Jeunesses Musicales, la COCOF, BX1, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie Nationale, Fun Radio, la Madeleine et la Ville de Bruxelles. Voilà. Et puis, tous les participants, les panélistes et ceux qui ont suivi ça depuis le chat. Merci à tous en tout cas. Et Nicolas Berroir me signale que, nous signale, je crois, que de toute façon, il est à disposition s'il y a la moindre question que l'on veut relayer auprès de la ministre. C'est le moment. Bon, il y a quelqu'un d'actif au cabinet pour la musique. Profitons-en. Et bonne journée à tous et bonne continuation musicale. Au revoir. Au revoir, merci.